Mix. Didier Simba aussi, je le disais, donc de retour à Libreville, en tout cas de passage. Et dès que vous êtes là, ça nous picote donc d'aborder ces questions dont dont vous êtes spécialiste, les questions donc de cybercriminalité entre autres, mais surtout de formation aussi. Vous avez un intérêt particulier pour la formation des femmes dans le numérique. Vous êtes présent, je le disais, à Libreville, mais c'est très rapide, comme d'habitude, un peu furtif, ou pour cette fois-ci c'est un peu... Non, c'est un long séjour, ça fait un petit moment quand même que je suis déjà sur place. D'accord, oui. Je suis revenu pour m'installer. C'est chez moi ici. Votre dernier passage, vous me disiez, Steve, 200 femmes formées au numérique, il faut qu'on en parle. On commence déjà par cela et puis on va développer sur d'autres aspects. Tout à fait. La cybersécurité, c'est mon cœur d'activité. Hein. J'ai une douzaine d'années d'expérience dans le domaine de la cybercriminalité, cybersécurité, etc. Et j'ai remarqué qu'on a encore un tout petit peu du mal à percevoir ce que ça veut dire. Ici, dans le commun des mortels, on a l'impression que c'est réservé à une certaine élite, à des personnes qui auraient fait un bac C, un bac D, qui feraient, par exemple... À des grosses têtes, comme on dit, en tout cas des gens, des geeks et tout. On pense, dès qu'on dit cybercriminalité, on pense tout de suite à des personnes qui sont enfouies dans leur bureau. Bref, on a un peu l'image... Avec des lunettes et qui sont assis devant un clavier, etc. C'est très caricatural. Oui, l'image caricaturale, effectivement. Et avec DS Trust, qui est un cabinet de conseil basé à Libreville, spécialisé en cybersécurité, nous avons pensé à toutes ces dames qui déjà sont très minoritaires dans les métiers de la tech. Aujourd'hui, les femmes gabonaises dans les métiers de la tech, c'est moins de 3%. Nous nous sommes proposés d'accompagner justement cette égalité qu'on souhaite dans tous les domaines, en proposant une formation qui vise à former 200 femmes gabonaises au métier de la cybersécurité d'ici 2026. Donc en septembre dernier, on a lancé une phase pilote avec nos partenaires qui sont la Fondation Mabanière via le centre de formation CCP Zone, le centre de formation de la Première Dame, et l'entreprise Pisolu. L'occasion pour moi d'ailleurs de remercier aussi bien Patrick Meillot, que l'on salue, Patrick, un ami, et le directeur général de Pisolub, Ansivala, qui est un grand frère. Donc je le remercie là, et je remercie aussi d'ailleurs toute mon équipe qui a travaillé dessus. Ce programme qui s'est lancé en septembre dure 5 mois de formation où les critères n'étaient pas forcément le bac, le niveau d'études, les compétences en informatique. C'était plutôt de montrer qu'on peut partir de presque rien. Je dis bien presque rien parce qu'on avait quand même des critères de sélection. On ne recherchait pas des profils académiques spécialement. Exactement. Et on s'est donné le défi d'insérer professionnellement ces dames dans le monde professionnel. Enfin, insérer professionnellement. Et du coup, sur les 20 femmes, à un mois avant l'échéance du programme, 17 ont déjà obtenu leur certification. Et sur les 17, on a 5 qui sont positionnés pour des postes. D'accord. Oui, en fait, comme ils ont parlé de QR code, et on a cybersécurité juste à côté. C'est sécurisé? Non, on travaille avec... Est-ce que ça soit bien sécurisé? Non, c'est sécurisé. On n'est pas au Déjà, est-ce que premier c'est événement. facile de pirater un QR code? Le QR code en lui-même, non. C'est un code barre, c'est un numéro qui représente une seule chose. Par contre, ce qu'on peut faire et ce qui se présente souvent, c'est de remplacer, d'enlever le bon QR code et de mettre le mauvais QR code. Donc, tout dépend de où est-ce qu'on va afficher, présenter les QR codes qui vont générer. Oui, le phénomène est très flagrant et ça tombe bien, j'ai envie de dire, l'événement dont on parlait tout à l'heure est une transition parfaite pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'entends dans le projet qu'ils ont cette volonté d'inclusion parce qu'on vise une population qui est parfois marginalisée et nous également en cybersécurité, avec le programme de formation de 200 femmes, on essaie de faire cette inclusion, pas pour rien. La deuxième raison du côté de leur événement, c'est que en parlant de violence numérique, une catégorie des personnes les plus ciblées, ce sont les artistes. Les artistes sont très exposés. Les personnes qui prennent les plateaux, qui prennent la parole, qui défendent certaines positions, se retrouvent sur leur scène, sur leur page, sur leurs réseaux sociaux, à se faire insulter pour tout et pour rien. Parfois même quand ils n'ont rien fait, il suffit de faire juste activer son live. On a 1000 personnes qui viennent se connecter. Oui, pourquoi tu as le gros nez? Juste ça. On a l'impression que c'est pour rigoler. On a l'impression que c'est anodin, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça impacte, qu'est-ce que ça conduit directement sur la personne qui est concernée. Et c'est exactement ça la définition d'une violence numérique. C'est tout ce qu'on peut faire à quelqu'un sur un espace numérique qui a un impact direct sur la personne, sur la personne physique en elle-même. Et la violence numérique, moi j'ai une anecdote, c'est
C'est un ami qui avait sa femme qui se faisait harceler par quelqu'un qui se croyait malin, donc qui créait des faux comptes Facebook, plusieurs comptes Facebook, et à chaque fois il utilisait la photo de la femme de mon ami pour mettre sur les réseaux en disant qu'elle c'était une femme légère, que c'était une femme de mauvaise vie, etc. Alors que c'était pas du tout le cas, c'était une dame respectable, et lui il était juste pas content parce qu'il a fait des avances à cette dame-là et elle n'a pas accepté, et hop il a décidé de se venger de cette manière. Ça c'est une forme de violence numérique et c'est très grave. Et des exemples de ce type, on peut en citer plusieurs. La question c'était comment on peut s'en protéger. Comment on peut s'en prémunir, comme on dit? Il y a plusieurs dispositifs. Il faut noter qu'au Gabon, on a quand même déjà des textes de loi sur la cybercriminalité. C'est-à-dire qu'on sait condamner, on sait mettre en prison. La question qu'on pourrait se poser pour aller plus loin, c'est comment je fais appliquer ces textes de loi. Très récemment, j'ai également appris que le Gabon est doté d'une cellule cybercriminelle, c'est-à-dire des gendarmes, des forces de l'ordre qui sont dotés des compétences et des outils pour pouvoir recevoir une plainte, analyser la plainte et ensuite la faire acheminer vers un juge qui va devoir condamner. On peut encore une fois imaginer aller plus loin en se disant est-ce que tout le monde est vraiment formé, toute la chaîne est formée, du gendarme ou de force de l'ordre qui prend la déposition au juge qui prend la décision, la condamnation, en passant par l'avocat qui va me protéger, le procureur, ou alors même les avocats qui vont analyser les éléments de preuve, parce qu'on parle du numérique, est-ce que la capture d'écran, c'est une preuve numérique, etc. Toutes ces questions sont encore des petites choses à améliorer, mais on a déjà ce cadre, on sait que la chaîne existe. Il y a déjà une base, oui. C'est déjà une base. Voilà. Donc la première approche, c'est celle-là. Et ensuite, pour moi, il y a deux autres niveaux de protection qu'on peut apporter. Lesquels? Le premier niveau, c'est l'utilisateur lui-même. Dans 60% des cas ou 70% des cas, des personnes qui m'appellent en me disant « je suis victime des violences numériques » ou alors « j'ai mon compte qui a été piraté ». La plupart du temps, quand je creuse un tout petit peu, c'est le même mot de passe que cette personne utilise sur son compte Facebook, sur son compte Instagram. Et ce depuis longtemps. Et ce depuis très 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 longtemps. Alors qu'il n'y a pas très longtemps, Facebook a été piraté. Et 150 millions de comptes se sont retrouvés dans la nature. Donc des données absolument... Avec des données, des logins et des mots de passe. Pareil pour LinkedIn et c'est public, donc je peux en parler. Et dedans, il suffit qu'on ait notre compte qui a été piraté, le mot de passe exposé, les pirates récupèrent ça, ils reprennent le contrôle de notre compte, etc. etc. Ça peut vraiment aller beaucoup plus loin. Se protéger, c'est avoir une hygiène informatique. L'espace numérique n'est pas... Une hygiène numérique. Une hygiène numérique. Informatique. On n'ouvre pas tout. Exactement. Ne pas cliquer sur n'importe quel lien, avoir des mots de passe différents, avoir un mot de passe assez robuste, pas facile à deviner. Ton mot de passe Facebook que tu n'as pas changé depuis la création du compte là. Non, ça c'est dangereux. Avoir des mots de passe très codés comme voilà pourquoi on le fait aussi, c'est pour nous rappeler. Pour pas oublier. Voilà, pour ne pas oublier. Note-les. Oui, mais c'est très bien. Moi j'entends. Après, d'ailleurs, même dans mes sensibilisations, je demande aux personnes de ne pas faire des mots de passe simples, du genre 1, 2, 3, 4. Alors que 1, 2, 3, 4, c'est plus facile à retenir, etc. etc. Donc, il faut avoir un mot de passe minimum 8 caractères, avec des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Et tout de suite, je vois bien que c'est pas facile à attraper. Pourquoi ça semble compliqué Mais, non, mais c'est quand même compliqué. Non, pas mais du tout. non, il y a des solutions. Il y a des solutions. Aujourd'hui, il y a des applications qu'on appelle des coffres-forts de mots de passe. Je n'ai pas envie d'en citer ici pour pas faire de la pub, mais il y a ça en existe. Si vous regardez sur votre store des applications, vous pouvez écrire coffre-fort de mots de passe, vous aurez toute une liste des coffres-forts. L'avantage d'un coffre-fort, c'est que vous vous souvenez d'un seul mot de passe. Le mot de passe pour entrer dans le coffre-fort. À l'intérieur, vous mettez autant de mots de passe que vous voulez et je peux vous rassurer que c'est sécurisé. C'est vraiment un coffre-fort. C'est vraiment un coffre-fort parce que c'est chiffré. Et d'ailleurs, même, ils vendent le coffre-fort en disant que si vous oubliez votre mot de passe principal, vous pourrez même plus récupérer. Il n'y a pas mot de passe oublié. C'est pas possible de récupérer. Donc, vous perdez tout ce qui est à l'intérieur. C'est un risque, mais je trouve que moi, ça fait personnellement 10 ans peut-être que je m'en sers une réaction ou une question. Alors, je pense aussi qu'on n'est peut-être pas assez éduqué ou encore assez alerté sur la cybersécurité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens tombent justement dans ces problèmes, se font pirater. Énormément de comptes Facebook. Je vois beaucoup de gens, beaucoup d'amis, de parents. Non, mon compte a été piraté. Tu verras quelqu'un qui va te demander de l'argent. Sache que c'est pas moi. Si tu vois une photo bizarre sur mon profil, sache que j'ai été piraté. J'ai été piraté. Moi, récemment, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur un compte de quelqu'un avec qui je ne parlais plus depuis longtemps. Et puis, il m'a fait, oui, Fina, comment tu vas en fait? Je participe à ça. Essaie de cliquer sur le lien pour voter et tout. J'ai eu le recul quand même de me dire...
il faut que j'appelle la personne. Oui. Et il n'a pas répondu à l'appel. Et je lui ai dit, rappelle-moi. Il me dit, non, je ne peux pas t'appeler. Il faut juste que tu cliques. J'ai compris que non, c'était un pirate qui a piraté le compte de mon proche et puis qui veut qui veut aussi pirater le mien en me faisant cliquer. Donc, il faut être un peu éduqué. Un minimum sur les questions, sensibiliser. Je pense qu'il faut beaucoup passer par la sensibilisation autour des questions de cybersécurité. Il faut aussi effectivement que nos autorités puissent réussir à créer un vrai cadre sur toute la chaîne, comme vous l'avez dit, du policier qui prend la plainte jusqu'au juge qui va donner le jugement ou jusqu'aux avocats. Mais déjà même, Rufina, vous le dites, mais déjà même l'usager qui doit savoir qu'il peut porter plainte. C'est vrai qu'il y a, dans un passé récent, on a vu effectivement ce mouvement sur la toile où effectivement, on a vu beaucoup de plaintes. On a vu, tel artiste a porté plainte à XY chose. Dans notre contexte au Gabon, 2 600 000 habitants, plus de à peu près la moitié sur Libreville, ça veut dire qu'on se connaît tous. La personne qui va m'embêter, si je vais porter plainte, il y a des très fortes chances qu'il ait de proximité avec moi et tout de suite on joue sur le côté sentiment pour éviter d'aller très loin. Moi je pense que nos forces, notre État autant pour moi, devrait donner d'exemple, devrait prendre au moins une personne pour exemple et donner un ton très fort pour que les populations comprennent que c'est possible. Donc je crois qu'il faut parfois donner des exemples comme cela. Et effectivement, une autre solution, c'est sensibiliser. Sensibiliser, c'est la raison pour laquelle j'ai la chance d'être sur le plateau du Mbandja à chaque fois que je suis sur Libreville. On n'hésite pas, dès que vous êtes là, on sait qu'il faut faire œuvre de sensibilisation et pédagogique. Oui. Et j'ai la chance de voir effectivement plusieurs personnes de plus en plus venir vers moi, me contacter sur mes différents réseaux sociaux pour me poser des questions, des astuces. Ce qui est bien, c'est de m'appeler avant que la catastrophe n'arrive. Parce qu'une fois c'est arrivé... Et non pas le médecin après la mort, comme on dit. Voilà, parce qu'une fois c'est arrivé, c'est beaucoup plus complexe. Facebook, LinkedIn, Twitter, ce ne sont pas des marques qui sont chez nous. Ils sont à l'étranger. Il faut avoir des compétences beaucoup plus pointues et des relations entre États beaucoup plus pointues pour demander à Facebook de faire supprimer quelque chose ou pour demander à Facebook de reprendre le contrôle sur un compte. Donc tout ça, c'est beaucoup plus difficile. Autant échanger, discuter, s'informer, s'instruire avant que tout ça n'arrive. Et les règles sont très simples. Créer pour nous-mêmes, ça demande tellement d'efforts, je pense, et il faut prendre le temps. Vous êtes déjà là, les spécialistes. Oui, mais il faut prendre le temps d'emmener les populations dessus, parce que ceux qui sont sur ces réseaux-là, ils échangent avec les gens du monde entier. Donc, il faut demander aux personnes du monde entier de venir sur notre espace à nous. C'est pas gagné. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est pas gagné. On peut tenter le coup. Mais c'est pas gagné. Sur la question de Rufina, est-ce que restreindre chez nous, ça marche? Et déjà, est-ce qu'on peut restreindre? Moi, je pense qu'on ne peut pas restreindre pour plusieurs raisons. Enfin, la première raison, c'est qu'il faut ratifier les conventions internationales pour pouvoir prendre des décisions sur les géants du monde. Et aujourd'hui, le Gabon n'a même pas ratifié la convention de Budapest, n'a pas signé la convention de Budapest. Rien que la convention de Malabo sur la cybersécurité, on ne l'a pas ratifiée, on ne l'a pas signée, on n'a rien fait du tout. Donc, comment on peut demander à Facebook de faire quoi que ce soit? Restreindre, ce n'est pas nous qui restreignons. On dit à Facebook, sur les adresses IP du Gabon, on aimerait que quand quelqu'un essaie de se connecter, vous lui demandez son âge. Pour que Facebook prenne, mette une ressource, mette de l'énergie à mettre en place un outil de contrôle de ce type, il faut qu'on soit amis avec eux. Et pour le moment, nous ne le sommes pas encore. Nous ne le sommes pas parce que, à mon sens, on a une très, très belle maturité en matière de cybersécurité, mais je crois qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Entre autres, avoir une stratégie de cybersécurité. Aujourd'hui, au Gabon, on peut avoir des initiatives comme celle-là. Oui, aujourd'hui, nous allons restreindre les réseaux sociaux. Oui, ça reste une action ponctuelle. C'est quoi le prochain problème qu'on va dire? OK, on construit un data center. Très bien. C'est quoi le prochain? Ça reste des actions assez ponctuelles, disparates, qui ne sont pas coordonnées, à mon sens, bien sûr, qui, pour moi, nécessitent une stratégie nationale pour que tout, et bien entendu, que cette stratégie soit communiquée aux Gabonais, que les Gabonais sachent où nous sommes aujourd'hui et où est-ce que nous voulons aller. Didier, vous revenez sur le plateau du Grand Mbandja quand vous voulez. J'espère que vous êtes encore là pour quelques... Pour très longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que ça nous permettra de vous avoir pour effectivement...